L'histoire des sociétés humaines est en grande partie écrite par l'histoire de ces conflits. Et la société occidentale moderne, elle, a été énormément marquée par les conflits industriels. Et à cet égard-là, la guerre de 14-18 joue un rôle majeur. En effet, depuis le début de la période contemporaine, les États ont une grande tendance à engager plus de conscrits que de professionnels, et le soldat va alors changer de nature. Il va perdre progressivement sa valeur humaine pour passer sur une valeur plus numérique. Et à cet égard-là, la guerre de 14 représente pour beaucoup une véritable caricature. Pourtant, l'aspect humain n'est pas négligé complètement et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui à travers le sujet de l'entraînement. Le sujet étant extrêmement vaste, il va falloir se restreindre à un seul protagoniste. On aurait pu évidemment parler des Français, mais ce sera l'objet de la deuxième partie. Aujourd'hui, on va parler des Tommies, c'est-à-dire les soldats anglais. Et on va donc traiter le sujet en 5 parties. D'abord, la propagande et le recrutement, l'entraînement physique et mental, le tir, les arts martiaux et la diète. En 1914, l'armée britannique est considérée comme l'une, si ce n'est la meilleure armée de son temps, proportionnellement à sa taille. Et pour cause, elle bénéficie d'une énorme expérience grâce aux guerres coloniales qui se sont déroulées lors de la seconde partie du 19e siècle. Cette période correspond pour les Anglais à la période victorienne, c'est-à-dire le règne de la reine Victoria de 1837 à 1901, moment durant lequel les Britanniques ont maintenu leur empire britannique grâce à des dizaines de campagnes militaires qui ont chacune apporté leur pierre à l'édifice. Mais la guerre qui les a le plus marqués, c'est la dernière en date, c'est la guerre des Boers de 1899 à 1902. Donc pour contexte, les Afrikaners, qu'on appelle aussi des Boers, ce sont des colons d'origine hollandaise qui se sont installés en Afrique du Sud au Cap au XVIIIe siècle et qui ont été dérangés par les Anglais au début 19e, entre 1806 et 1815, date à laquelle les Anglais se sont rendus maîtres de ce port du Cap. Ils ont mis sous leur domination ces colons hollandais qui ont mal supporté le règne anglais et qui ont donc fui la région dans les années 1830 pour s'installer un petit peu plus au nord-est pour fonder leur propre pays. Évidemment, les Anglais sont de très mauvais voisins. Ils ont une légère tendance à être très envahissants. Donc, on a eu une série de conflits qui se sont déclenchés entre les Boers et les Anglais tout au long du 19e siècle. Le premier vraiment sérieux, c'est ce qu'on appelle la première guerre des Boers, de 1880 à 1881. Les Boers vont réussir à remporter cette guerre-là, asseoir leur indépendance face aux Anglais et aux yeux de la communauté internationale. Mais malheureusement, entre 1884 et 1886, ils font la découverte des plus grosses mines d'or et de diamants au monde sur leur terre, ce qui va évidemment attirer l'intérêt des Anglais et aiguiser leur appétit. Donc les Britanniques, plutôt que de déclarer directement la guerre aux Boers, ce qui serait très mal vu sur le plan international, vont choisir d'augmenter la pression aux frontières de leurs voisins et finalement, en 1899, les Boers, se sentant oppressés par les Anglais et craignant une invasion, plutôt que de la subir, vont décider de déclarer la guerre aux Britanniques. Ces derniers sont absolument, évidemment, ravis. Ils rentrent dans la guerre extrêmement confiants, et c'est d'ailleurs là que naît une expression qu'on prête souvent à la Première Guerre mondiale, la guerre sera finie
avant Noël. Pour cause, les Anglais sont forts de récentes victoires, au Soudan et en Inde, ils ont une armée professionnelle nombreuse de plusieurs centaines de milliers d'hommes, et en face, les Boers ne sont eux que entre 50 et 60 000 tout au long de la guerre, et ne reposent pas sur une armée professionnelle. En effet, la République Boer, Boer les deux se prononcent, la République Boer fonctionne sur une armée de citoyens, c'est-à-dire que chaque citoyen doit entretenir un cheval et un fusil, doit s'entraîner avec constamment. Il y a une énorme culture des armes à feu en Afrique du Sud à ce moment-là. Donc on a une armée qui n'est certes pas professionnelle, mais qui est extrêmement bien entraînée. Évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu pour les Britanniques. Les Boers, il se trouve que ce sont les premiers adversaires occidentaux qu'affrontent les Anglais depuis le milieu du 19e siècle. Qui plus est, les Boers ne vont pas du tout se battre comme les adversaires coloniaux classiques auxquels ont affaire les Britanniques. C'est-à-dire que d'habitude, les Anglais vont avoir des tribus en face d'eux qui leur sont technologiquement largement inférieures. Donc sur le champ de bataille, ils vont reposer sur des tactiques de ligne avec des hommes en rang serré, extrêmement disciplinés, qui vont faire du tir à la volée pour décimer les vagues d'ennemis qui chargent la formation anglaise. Alors que là, les Boers ne vont pas du tout combattre de cette manière-là. Ils vont combattre avec des tactiques de guérilla. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord engager les Anglais de très loin, engager en embuscade depuis du couvert, venir détruire les lignes de ravitaillement britanniques et aussi posséder une puissance de feu auquel les Britanniques n'ont jamais été confrontés. On l'a vu, les Boers doivent entretenir un fusil et s'entraîner avec. Mais à l'ouverture de la guerre, la République Boer, se portant très bien sur le plan économique, va choisir de commander des quantités importantes d'armement en Europe. De l'artillerie, mais aussi beaucoup de fusils, notamment des fusils Mauser 1895, qui vont venir équiper les Afrikaners et qui vont leur donner l'avantage sur leurs ennemis anglais. Donc les hommes en rang serré dans les formations traditionnelles anglaises vont être une véritable aubaine pour les tireurs de précision Boer qui vont faire de véritables carnages. Les Anglais vont subir débâcle sur débâcle, notamment la fameuse Semaine Noire. Et au fur et à mesure de la guerre, ils vont devoir adapter leur tactique, leur logistique, la manière de traiter leurs animaux pour la guerre. Et finalement, ils vont savoir tirer une bonne partie des leçons de ce conflit. Et en 1902, ils en sortent vainqueurs, mais ils en sortent surtout complètement transformés, justement, d'un point de vue logistique, tactique, entraînement au tir, formation des hommes. Et donc, de 1902 à 1914, les Anglais vont n'avoir de cesse de tirer les leçons de cette guerre des Boers, d'en écrire des manuels, de former leurs hommes en fonction de ce qu'ils ont vu sur le terrain, en préparation justement d'un conflit européen. Jusqu'à ce moment-là, tout le monde sait que ça commence à chauffer en Europe. Évidemment, les Britanniques regardent du côté des Allemands, mais pas que, aussi des Russes qui peuvent potentiellement envahir l'Inde par l'Afghanistan. Mais finalement, les choses se décident le 28 juin 1914, lorsqu'à Sarajevo, François Ferdinand, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, se fait assassiner par un nationaliste serbe. Suite à ça, l'Autriche-Hongrie, encouragée évidemment par les Allemands, déclare la guerre à la Serbie. Les Russes viennent au secours de la Serbie. Les Allemands déclarent le 1er août la guerre à la Russie, suivi évidemment d'une déclaration de guerre aux Français le 3 août. Les Allemands, pour remporter le conflit, reposent sur le plan Schlieffen, c'est-à-dire qu'ils comptent sur le temps de mobilisation des troupes russes pour d'abord frapper la France et l'immobiliser avant de se concentrer sur la Russie. Mais pour l'exécution de ce plan, il faut passer par la Belgique pour contourner les défenses françaises et ils ont donc besoin de l'autorisation des Belges pour passer. Ces derniers refusent d'accorder le droit de passage aux Allemands. Les Allemands envahissent donc la Belgique, violent sa neutralité, et il se trouve que les Britanniques, en vertu du traité de Londres de 1839, sont garants de cette neutralité belge. Et ils rentrent donc en guerre contre les Schleux le 4 août. À l'entrée en guerre, les Britanniques ont une armée très professionnelle, très mobile, très polyvalente, mais dérisoire en termes de chiffres comparée aux armées continentales. On est sur un total de 700 000 hommes, répartis entre 247 000 soldats professionnels, et le reste, on a des réservistes et des territoriaux, c'est-à-dire des réservistes alloués à la défense du territoire. Si on compare, chez les Allemands, on a 880 000 hommes, chiffre qui montera à 3 700 000 hommes après la mobilisation. En France, 800 000 hommes, chiffre qui montera à 3 500 000. Et chez les Russes, 1 400 000, auxquels viendront s'ajouter après la mobilisation un peu plus de 3 millions d'hommes. Les Anglais, pour entamer l'été 14, envoient un corps expéditionnaire de plus ou moins 100 000 hommes en France, mais ils savent très bien, au vu de l'échelle du conflit, que ça ne suffira pas. Il va donc falloir recruter beaucoup de monde, et c'est Lord Kitchener, le ministre de la guerre, qui va s'en charger.
Il va donc se charger évidemment de la propagande, et plutôt que de reposer sur une armée de conscrits, comme ce qui se fait quasiment partout ailleurs, les Anglais vont d'abord vouloir reposer sur une armée de volontaires. Donc en 14, la propagande bat son plein, 54 millions d'affiches sont imprimées, 12 000 meetings sont organisés, 20 000 discours sont donnés, et ça va fonctionner extrêmement bien. Le peuple anglais dans son entier pousse sa jeunesse à partir en guerre. De 1914 à 1916, ça va être 1 500 000 hommes qui vont être recrutés grâce à cette campagne-là, et les troupes vont être envoyées sur le front fin 1915, début 1916. Mais à ce moment-là, la guerre a déjà changé d'échelle, et les recrues volontaires ne suffisent plus. On va donc passer en janvier 1916 le Conscription Act, c'est-à-dire là c'est la conscription, on ne vous demande plus votre avis. Si vous êtes un célibataire entre 19 et 41 ans, vous devez vous présenter au bureau de recrutement. Et dès mai 1916, la mesure est étendue aux hommes mariés et on montera plus tard dans la guerre l'âge à 51 ans. Les seules personnes exemptées, ce sont les profs, les clercs et certains ouvriers industriels nécessaires au fonctionnement du pays. La conscription, elle va être étendue donc jusqu'en 1918 et elle va s'arrêter à ce moment-là pour la plupart des soldats, mais elle va être maintenue pour certains jusqu'en 1920 parce qu'on oublie souvent, certes, le conflit mondial se termine en 1918, mais la plupart du monde reste à feu et à sang bien après cela. Notamment côté anglais, on a des guerres en Irlande, des guerres en Russie, on a une occupation en Allemagne, et main dans la main avec les Français, ils vont aller mettre un sacré chantier au Moyen-Orient. Donc on a besoin de toutes ces troupes pour maintenir l'empire colonial à flot. Alors, quels sont les critères physiques qui permettent de rentrer dans l'armée britannique en 1914, puis tout au long de la guerre? Eh bien, pour ça, il faut déjà regarder les critères de l'armée régulière. Donc, on commence déjà par prendre le poids et la taille de la recrue. En termes de taille, on est sur minimum 5 pieds 3, c'est-à-dire 1,60 m. Puis, on va vérifier l'agilité de la recrue. Donc, on va franchir une pièce à cloche-pied, une jambe après l'autre. On va tester évidemment la vue, ce qui est crucial. C'est des tests qui ressemblent à ce qui se fait maintenant. Distinguer des formes et des lettres de plus ou moins loin. Et puis, on va vérifier évidemment s'il n'y a pas de pathologie, de difformité au niveau de la cage thoracique, pas de varices. Et une fois que c'est fait, le soldat est accepté. Alors tous ces critères-là vont presque voler en éclats au moment de la Première Guerre mondiale, puisqu'on a un flot de volontaires absolument inattendu, des centaines de milliers, puis des millions d'hommes. Les infrastructures anglaises ne sont pas prévues pour gérer tout ce monde-là. Les consignes sont floues, et parfois on accepte les gens à l'appel parce qu'on a besoin justement de toute cette main-d'œuvre sur le front. Donc on accepte les borgnes, parfois des gens trop petits, parfois des gens avec des problèmes, et évidemment aussi des gens qui sont en dessous de l'âge, ce qui est un phénomène beaucoup plus connu. Puis une fois les tests passés, on passe dans une pièce autre que le cabinet médical, en groupe ou seul, on prête serment sur la Bible de servir le roi, de faire son devoir, et puis ensuite, on est pris en main, théoriquement, par les autorités de l'armée britannique. Évidemment, il va falloir entraîner tout ce monde-là. L'entraînement a beaucoup évolué au cours du 19e siècle, mais ce qui marque un tournant pour les Anglais, c'est la guerre de Crimée de 1853 à 1856. Donc à ce moment-là, les Anglais et les Français vont aller taper sur les Russes en Crimée. C'est une guerre qui va coûter très cher aux Anglais, 27 000 hommes, mais la plupart de ces soldats ne vont pas mourir lors de combats, mais plutôt de maladies, à cause des conditions difficiles du terrain. On a une météo épouvantable, du travail manuel harassant, de longues marches, et les soldats n'ont pas la condition physique pour encaisser tout cela. Dès la fin de la guerre, une commission est créée dans l'armée britannique. On va organiser un tour en Europe pour voir ce qui se fait du point de vue conditionnement physique. On va passer en France, en Allemagne, en Scandinavie. Ces derniers sont spécialistes du domaine à ce moment-là. Et puis finalement, en 1860, est créé l'AGS, c'est-à-dire The Army Gymnastic Staff, dirigé par le duo de Frederick Hammersley et de M. McLaren. Donc afin de tester la crédibilité et l'efficacité de l'AGS, on va sélectionner 12 sous-officiers qui vont suivre 12 mois d'entraînement sous la coupe de McLaren. Et au terme de ces 12 mois, les préceptes vont montrer leur efficacité. La condition physique de ces hommes-là s'est nettement améliorée et l'AGS va donc rester une institution stable qui va jouer un rôle énorme dans le conflit qui nous intéresse. Durant la période victorienne, les soldats vont suivre auprès de l'AGS déjà une période initiale de 3 mois d'entraînement, avec au moins 1 heure de gymnase par jour, qui comprenait de la mobilité, des étirements, du renforcement musculaire, donc avec des tractions, des pompes, des dips, un peu de poids, du monté à la corde, des arts martiaux,
donc de la lutte, de l'escrime, de la boxe, et au terme de ces 3 mois, les soldats suivaient une période de test où ils devaient en moyenne performer 10 tractions, 14 dips, courir 1,6 km, donc 1 mile, en 7 minutes, et être capable de sauter 90 cm de haut. Donc des performances qui ne sont pas particulièrement exceptionnelles, mais qui montrent l'efficacité quand même des doctrines au terme de 3 mois d'entraînement et qui donnent des athlètes quand même très polyvalents. Donc pendant la Grande Guerre, il va falloir entraîner des millions d'hommes, volontaires et conscrits, et les Britanniques ne sont pas prêts pour ça. Ni au niveau des infrastructures, ni au niveau des uniformes, ni au niveau des fusils. Donc on a beaucoup de monde au début qui s'entraîne en civil, parfois avec des fusils de bois, et la plupart des infrastructures ne seront prêtes qu'en 1915-1916. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'échelle industrielle de la guerre s'étend à l'entraînement et que les choses pour le coup vont être de mieux en mieux rodées. De plus, l'AGS dispose d'un laps de temps très réduit pour entraîner ces troupes-là. Certaines vont bénéficier de plusieurs mois, d'autres seulement de quelques semaines, entre 6 et 8 semaines. En fait, le laps de temps d'entraînement initial va être conditionné par les besoins de troupes et de main-d'œuvre sur le front. L'entraînement commence déjà par un ensemble de drills qui vont venir inculquer la discipline aux soldats, donc des exercices qui lui apprennent à obéir aux ordres, à marcher en ordre, à se mettre au garde à vous, des choses extrêmement rébarbatives qui forment le train-train quotidien de l'armée régulière, mais qui ont été beaucoup plus difficiles à inculquer aux volontaires par exemple, qui eux étaient là simplement pour apprendre à se battre et ensuite partir casser du boche, mais qui pourtant étaient essentiels d'un point de vue discipline pour fondre le soldat dans le corps de l'armée, l'intégrer pleinement comme cellule et donc permettre le bon fonctionnement de l'armée. Parallèlement à ces drills, le premier exercice de conditionnement physique, ça va être la marche. Qu'on regarde du côté des Romains comme des soldats de nos jours, la première qualité du soldat, c'est de pouvoir marcher avec une charge lourde sur le dos sur de longues distances. Ce que va porter le soldat britannique à ce moment-là, c'est le Webbing Pattern 1908. Donc avec toutes les cartouchières, le sac à dos, qui va peser entre 25 et 32 kg. On va avoir le fusil, 4 kg, les cartouchières avec 150 cartouches, 3-4 kg, plus ce qu'on a dans le sac, vêtements de rechange, rations, outils, baïonnettes, puis au fur et à mesure de la guerre, on y ajoute le casque, le masque à gaz, un ensemble assez lourd, et on entraînait les soldats à marcher avec différentes cadences. Donc des marches avec des repos, puis des marches sans repos, des marches forcées, et on augmentait aussi la distance de marche de semaine en semaine. On pouvait commencer par exemple avec 10 000, donc l'équivalent de 16 km, puis la semaine d'après 12, etc., pour mettre tout le monde au niveau. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'avec ces millions d'hommes, on a des gens de background extrêmement différents. On va avoir des fermiers, habitués au travail manuel, qui vont trouver la marche tout à fait banale, et d'autres de métiers plus sédentaires, comme les cordonniers ou les artisans de la ville, qui vont pour beaucoup être envoyés à l'hôpital face à la brutalité de ce simple exercice de marcher longtemps avec une charge sur le dos. Pour ce qui est du reste du conditionnement physique, les Anglais se sont inspirés d'une méthode qu'on appelle la méthode suédoise. Donc inventée en Suède par un monsieur dont je ne me permettrai pas de prononcer le nom dans les années 1790. C'est une méthode de renforcement musculaire, de mobilité et d'étirement extrêmement complète qui comprend de l'exercice physique, de la récupération et même des arts martiaux. Alors les soldats anglais, dans l'application de cette méthode-là, commençaient déjà par faire prendre conscience à la recrue de son corps. Donc à travers de la mobilité, des étirements, puis ensuite du renforcement musculaire, donc on retrouve du gainage plus ou moins compliqué, des pompes, parfois des tractions quand on avait le matériel, des mouvements de gymnastique plus ou moins compliqués pouvant aller jusqu'à la roue, et puis pour compléter cette forme de renforcement musculaire, on avait tout un ensemble d'exercices plus ludiques qui travaillaient l'esprit d'équipe et les réflexes. On va avoir du tir à la corde, des jeux de saut, de réflexes, qui vont viser à préparer le soldat aux arts martiaux et au travail manuel. L'art martial qui prime à ce moment-là dans les armées du monde entier, c'est la baïonnette. On a beau avoir des véhicules motorisés, des mitrailleuses, des bombardements, on attend encore du soldat qui fixe sa baïonnette et qui le charge avec. Donc on entraîne encore les soldats à se battre avec la baïonnette. Donc on commence l'enseignement avec un sous-officier qui va montrer aux soldats comment exécuter les mouvements correctement pour pouvoir frapper les différentes parties du corps de l'ennemi et les déplacements qui vont avec. Frapper le ventre, le buste, épaule gauche, épaule droite, la tête. Et une fois que ces mouvements étaient intégrés, les soldats les répétaient en groupe dans le vide, un peu comme on pourrait le faire avec des katas de karaté ou du shadowboxing. Puis une fois que c'était fait, on allait travailler la précision du soldat. Ensuite, on va introduire du sparring avec des bâtons renforcés et des vestes rembourrées, qui va permettre de mettre en application les mouvements qu'on a vus juste avant. Et puis,
des parcours d'assaut, une forme de parcours du combattant, où le soldat, équipé de son fusil et de sa baïonnette, va franchir des talus, des tranchées, et venir planter sa baïonnette dans des sacs de sable, qui représentent évidemment l'ennemi, et qui lui permettent d'apprendre à manier son arme dans les conditions du terrain. Heureusement pour les Tommy, la baïonnette n'est pas le seul art qu'on leur inculquait. On va aussi retrouver le noble art, la boxe anglaise. Donc pour ça, le gouvernement britannique a carrément fait appel à des boxeurs professionnels, comme Jamie Driscoll, qui passait de camp en camp pour instruire les soldats et les officiers. Donc d'abord, on commençait par évidemment apprendre les basiques, la garde, comment mettre les coups correctement, puis on avait des cours de shadowboxing, et enfin, des sparring, qui étaient essentiels pour casser les freins de violence du soldat, leur apprendre à frapper quelqu'un, gérer l'agressivité d'autrui, ce qui permettait de gérer l'esprit combatif des troupes et de juguler les énergies masculines confinées en des endroits très restreints. Et le dernier sport de combat qu'on va retrouver, ça va être la lutte, qui permet d'introduire les notions de défense au corps à corps contre les armes blanches, terminer un adversaire au sol, et pour ces fonctions-là, on avait aussi des lutteurs professionnels qui pouvaient intervenir de temps en temps. Les soldats dans les camps d'entraînement suivaient un emploi du temps assez strict et fixe, où la semaine, évidemment, il y avait entraînement, formation théorique, apprentissage au tir, et le week-end, on retrouvait une journée de repos le samedi, avec corvée-ménage le matin, et le dimanche, le matin, c'était la messe pour tout le monde, quelle que soit la confession. Une fois la période d'entraînement initiale terminée, les troupes étaient envoyées sur le front, mais l'entraînement ne s'arrêtait pas là. Une fois sur le front, les hommes n'étaient pas tout le temps en première ligne sur les premières tranchées à surveiller l'ennemi. Il y avait évidemment des systèmes de rotation pour gérer le moral et les forces des troupes. Et donc à l'arrière des lignes, les soldats avaient certes des jours de repos, mais on y ajoutait beaucoup d'entraînement, ce qui permettait de poursuivre la formation et de gérer le moral des troupes, ce qui était une vertu essentielle qui était très bien compris par les autorités britanniques. En charge de tout cela, on va retrouver un homme charismatique qui est une figure emblématique du front de l'Ouest, un certain Ronnie Campbell. Donc Ronnie a débarqué avec le corps expéditionnaire en 1914, et puis en 1916, il se retrouve à la tête de l'AGS en France. Donc il a 52 agents à sa botte, il va organiser son quartier général et donc une école à Saint-Paul dans le Nord en France. Et dans cette école de Saint-Paul, il va former sur des séjours intensifs de 6 jours les officiers et les sous-officiers, qui vont donc suivre de l'entraînement musculaire approfondi avec des exercices de plus en plus durs, des formations tactiques, des parcours d'assaut avec des tranchées allemandes reconstituées avec les dernières données qu'on a sur l'ennemi, des armes ennemies capturées, des parcours d'assaut avec des pièges. Et Ronnie Campbell va veiller à ce que son entraînement soit à la pointe de ce qui se fait sur le champ de bataille, parce que lui-même se rend dans les tranchées pour en surveiller les assauts, pour pouvoir améliorer son enseignement constamment. Donc une fois ce camp d'entraînement terminé, camp d'entraînement où à la fin on va retrouver des compétitions de boxe et d'arts martiaux, toujours pour inculquer la combativité aux officiers, ces derniers retournent dans leurs camps respectifs, dans leurs unités respectives, pour inculquer ce qu'ils ont appris à leurs soldats et ainsi perfectionner leur entraînement. Et au final, toutes ces mesures s'avérèrent très efficaces, que ce soit dans l'entraînement des soldats qui évolua au fur et à mesure de la guerre, notamment fin 1917-1918 quand la guerre de position reprend, les soldats sont dans les conditions pour traverser les no man's land et les zones dévastées avec du matériel et donc permettre à la logistique de fonctionner correctement, mais aussi d'un point de vue moral. L'année 1917, qui est l'année des mutineries, surtout en France, eh bien les Anglais, eux, n'ont subi qu'une mutinerie de seulement 500 hommes, justement dans un camp d'entraînement où des officiers se permettaient d'être infâmes avec leurs subordonnés, mais la chose a été corrigée et les Anglais, au final, ont réussi, grâce à ces disciplines-là et grâce à tout le processus qu'on vient de décrire, à gérer le moral de leurs troupes tout au long du conflit. Comme on dit à l'époque, le meilleur ami du soldat, c'est son fusil. Et là, en l'occurrence, c'est le Lee Enfield. Donc adopté par l'armée anglaise en 1895, il verra du service dans cette dernière jusqu'en 1957 et apparemment, dans certaines forces de police, en Inde notamment, il est encore utilisé. Pour la Première Guerre mondiale, la variante, c'est le SMLE Mark III, c'est-à-dire le Short Magazine Lee Enfield. Il est considéré par beaucoup comme le meilleur fusil de la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi ? On a un fusil qui fait 4 kg, qui a une longueur totale de 50 pouces, un canon de 25 pouces, un chargeur amovible de 10 cartouches, il se charge avec 2 clips de 5 cartouches par le dessus, on a un verrou coudé, ce qui permet une action de tir extrêmement efficace, il est chambré en 303 British,
Donc on est sur une cartouche qui fait entre 150 et 180 grains et qui part en moyenne à 818 mètres secondes. En comparaison, nous en France, on a le Lebel 1886, donc chambré en 8 mm Lebel, une cartouche de 198 grains qui part à 720 mètres secondes. Le Lebel était le meilleur fusil au monde à sa sortie. En 14, il est largement obsolète, notamment à cause de son chargement tubulaire. Côté allemand, on retrouve le Mauser 1898, qui lui aussi a une cartouche très puissante, qui est une excellente arme. En revanche, il ne se charge que par clip de 5 cartouches et son verrou est droit. Et puis côté américain, on a le Springfield 1903, qui est un Mauser amélioré. Chez les Turcs, on va avoir un patchwork de Winchester, Mauser, de Martini-Henry, bref, quelque chose de bien moins uniforme. Et chez les Russes, le Mosin Nagant, qui lui verra aussi du service jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et même après. Ce ne sont pas tant les caractéristiques techniques de ce fusil que la qualité de l'entraînement des soldats britanniques qui font leur réputation et leur efficacité sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Pour s'intéresser à cet entraînement, il va falloir remonter un petit peu et revenir à notre fameuse guerre des Boers, qui a livré de nombreux enseignements aux Britanniques, et notamment à un certain Charles Monro, vétéran de cette fameuse guerre, qui a fondé la nouvelle école de musketry, comme disent les Anglais, qui vise à former les officiers et les soldats à des tactiques extrêmement minutieuses et extrêmement complexes. Tir et tactique sont indissociables dans une armée qui fonctionne correctement. Et ça, les Britanniques l'ont très bien compris et très bien adapté à la guerre moderne. Donc on va avoir beaucoup plus d'initiatives au niveau des officiers et des soldats comparé à l'ancien tir à la volée en formation qui se pratiquait avant. D'abord, pour l'entraînement, les soldats sont familiarisés avec leurs armes. On leur apprend à démonter le fusil, on leur fait connaître les pièces internes, externes pour l'entretien, les réparations, puis on leur apprend à utiliser les organes de visée. Pour ça, il y a des systèmes de trépied, d'œilleton, de miroir, tout se fait sous la supervision d'un sous-officier. Puis l'étape d'après consiste à s'entraîner avec des cartouches inertes, ce qui va permettre aux soldats d'entraîner la rapidité de chargement, déchargement, la rapidité d'utilisation du verrou, et puis ensuite, le stand de tir. Alors la capacité de tirer correctement dans l'armée britannique devient essentielle après la guerre des Boers, puisqu'elle conditionne le salaire du soldat. On va avoir des compétitions de tir chaque année, des qualifications, et en fonction des scores qu'ont obtenus les soldats, ils vont avoir des primes différentes et des salaires différents. On commence l'entraînement avec des cibles rondes, on ne peut plus classiques comme ce qu'on retrouvait au 19e siècle, et puis une fois que le soldat est plus avancé, on va avoir des cibles plus complètes. Ces cibles reflètent d'ailleurs les positions de tir que le soldat a lui-même apprises pour tenir son fusil correctement, et qui correspondent chacune à des niveaux de couverture différents, la position allongée étant la plus pratiquée, notamment lors des compétitions. Pour ce qui est des exercices de tir, on en a de plusieurs sortes, notamment le tir de précision, qui est directement inspiré de l'expérience en Afrique du Sud, qui se pratiquait d'abord jusqu'à 1000 mètres, puis qui a été réduit en vue d'un conflit en Europe à 600 mètres. On va avoir ce qu'on appelle le snap shooting, qui entraîne les réflexes du soldat. Donc la recrue se retrouve face à un paysage avec plusieurs cibles, qui se lèvent et s'abaissent à des distances différentes, ce qui va entraîner la capacité du soldat à régler ses organes de visée rapidement et à tirer à différentes distances rapidement. Même si le soldat bénéficie de plus d'autonomie, cette autonomie est toute relative. Il faut tout de même gérer les munitions sur le champ de bataille, quand engager l'ennemi de manière correcte, et donc les soldats, la plupart du temps, tirent sous les ordres de l'officier. Donc on va entraîner la discipline de tir en groupe, pareil, le groupe se retrouve face à un paysage, et l'officier va donner des consignes très précises de tir, telle cadence, tel nombre de cartouches, telle distance, sur telle cible. Mais ce qui fait de loin la réputation de l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale, c'est le tir rapide. Et cette capacité de tirer rapidement chez les Anglais provient en réalité d'un défaut de l'armée britannique. Tout le monde comprend, au début du XXe siècle, l'importance des mitrailleuses sur les champs de bataille terrestres. Mais le gouvernement britannique va refuser d'allouer plus de budget pour ça à l'armée de terre, parce qu'il ne faut pas l'oublier, à ce moment-là, l'Empire britannique est avant tout une thalassocratie, et donc la majorité du budget va à la Navy. Donc, ceux qui ont fondé l'école de tir, Charles Monro et ses descendants, vont instaurer la doctrine du tir rapide et demander à leurs soldats de devenir de véritables mitrailleuses humaines, pouvant tirer en moyenne 15 coups par minute, de manière relativement précise, à une distance d'à peu près 300 yards, ce qui correspond à 275 mètres.
Et ce genre de drill a donné naissance à la fameuse Mad Minute, où justement les soldats devaient tirer lors de la qualification entre 10 et 15 cartouches à une distance de 300 yards. Exercice qui a été poussé à la limite par beaucoup, et certains officiers étaient capables de tirer 36 cartouches en seulement une minute à cette même distance. Les officiers de l'école de tir vont pouvoir constater l'efficacité de leur doctrine dès le début de la guerre. On peut par exemple penser à la bataille de Mons, où à ce moment-là les Anglais sont submergés par les Allemands. Les soldats dans leur retranchement vont recevoir l'ordre de faire le tir rapide à volonté. Ils vont tirer et faire un véritable carnage dans les colonnes allemandes, être obligés d'abandonner leur fusil trop chaud pour prendre le fusil du camarade mort à côté, et les Allemands eux-mêmes témoigneront avoir cru s'être fait tirer dessus par des mitrailleuses. Pour ce qui est des recrues, qu'elles soient volontaires ou conscrites, on avait une version réduite de cet entraînement-là, qui variait de camp en camp. Parfois les soldats étaient introduits au tir réel dès la première journée, mais pour le reste, les doctrines étaient les mêmes. Ce n'est un secret pour personne, c'est le ventre d'une armée qui lui permet d'avancer. Dans le monde militaire, la nourriture est rarement fameuse, d'autant plus que là, ne l'oublions pas, nous avons affaire aux Britanniques. Les doctrines en termes de nourriture ont elles aussi beaucoup évolué au cours du 19e siècle, et la guerre de Crimée, encore une fois, a marqué un tournant pour les Anglais à ce niveau-là. On a évalué que les soldats en campagne avaient besoin en moyenne de 3200 calories, et puis en hiver de 4000 à 4400 calories, ce qui fait des diètes très solides. Pendant les camps d'entraînement, elles sont largement maintenables. On avait donc 3 repas par jour qui suivaient cette diète-là, avec des saucisses, des légumes, du bœuf en conserve, des pommes de terre, du pain. Tout ça donc sur une base régulière, avec un apport calorique régulier, un apport en macronutriments régulier aussi, ce qui évidemment a eu des effets directs sur le corps et le renforcement des soldats. Même maintenant, il y a beaucoup de monde qui ne mange pas à des heures régulières. À l'époque, c'était aussi le cas, à mon avis, surtout à cause de contraintes budgétaires. Et l'effet de cette diète couplée à un entraînement efficace s'est vu sur les soldats qui partaient pour le front, puisque les témoignages rapportent qu'en moyenne, ils avaient pris 2,5 cm de taille et 6 kg. Ce qui est tout à fait compréhensible au vu de la haute teneur calorique de cette diète et de l'efficacité de l'entraînement de l'armée britannique. Au niveau du front, évidemment, la diète est moins régulière, bien que les Alliés aient extrêmement bien géré l'approvisionnement du front et l'approvisionnement civil, bien mieux que ne l'ont fait par exemple les Allemands. En France et en Angleterre, les tickets de rationnement civil au niveau du pain n'ont été introduits qu'en 1918, alors que les Allemands, eux, l'ont introduit dès 1915. Pour ce qui est des soldats, alors on avait évidemment moins de variétés, peut-être moins de légumes, moins de saucisses et de choses variées, mais on retrouvait le bœuf en conserve, quelques légumes d'une fraîcheur un peu douteuse, les fameux biscuits de soldats réputés pour leur dureté. Cette dureté est justifiée par la logistique et le transport. Ces biscuits étaient faits pour être trempés dans le thé. Donc on avait une ration de thé évidemment, une ration de tabac, une ration de rhum, qui était extrêmement importante pour le moral, considérée par beaucoup comme le meilleur moment de la journée, et qui était augmentée avant les grandes batailles, pour des raisons évidentes. Pour ce qui est de la viande, on avait quand même une moyenne de 500 grammes par jour, puisque les protéines étaient vues comme le principal fuel des soldats. On avait d'autres mets plus variés, parfois, mais très rares, du chocolat, qui était envoyé par les communautés, comme York, ou alors par les familles. Et toute cette gestion de la diète, en fait, rejoint le reste de l'entraînement, où on a vraiment une gestion équilibrée entre le moral des troupes et leur efficacité, qui était essentielle pour maintenir le rythme industriel de la guerre. Voilà, on a posé les bases du sujet de l'entraînement côté britannique. On a vu qu'à plus large échelle, il faisait partie d'une gestion d'une psychologie collective, psychologie la masculine, qui a justement permis aux autorités anglaises d'asseoir leur puissance pendant la Première Guerre mondiale et de poser leurs pions dans l'échiquier international. Ça a été la même chose du côté français, ça on en parlera dans une seconde partie. Pour l'heure, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour changer carrément d'époque cette fois-ci et parler de Kingdom Come Deliverance 2.